Salut tout le monde, c'est Ced. Alors on se retrouve, ou plutôt on se rencontre aujourd'hui pour cette première vidéo sur Crusader Kings 3, vidéo qui sera la première d'une série de 3 dans lesquelles je vais vous présenter un petit peu les petites choses à savoir, les petites choses à faire pour bien démarrer une partie dans Crusader Kings 3. Alors sans vous raconter ma vie plus que ça, pourquoi je me lance là-dedans? Pour une raison toute simple, c'est que j'ai un copain qui a voulu acheter le jeu pas plus tard que la semaine dernière, parce que je lui en avais parlé et que je lui avais recommandé chaudement ce jeu depuis un moment déjà. Et il m'a dit le jeu a l'air super, mais j'y comprends rien. Donc je me suis lancé dans des petites explications pour lui que je lui ai faites en vidéo. Et suite à ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec un petit peu tout le monde mon expérience du jeu. Alors moi, j'y joue depuis pratiquement depuis la sortie. J'ai un certain nombre d'heures de vol, on va dire, derrière moi, et un certain nombre de bons réflexes aussi acquis au fil du temps. Et c'est ça que j'ai envie de vous présenter ici aujourd'hui. Alors l'idée, ça va être de voilà, démarrer une partie toute simple pour regarder un petit peu ensemble ce qu'il faut faire quand on commence. Alors, quand on lance le jeu, déjà, on se retrouve sur cet écran ici où on va pouvoir choisir un personnage. On peut évidemment choisir des personnages qui sont conseillés par le jeu pour des raisons historiques, pour des raisons un petit peu de roleplay, etc. Nous, on va pas partir là-dedans, on va choisir notre propre personnage et on va partir en 867 et on va donc jouer un autre personnage qui va être, pour le coup, alors la première question qu'on se pose ici, c'est qui est-ce qu'on choisit pour commencer? La tentation peut être de choisir éventuellement un roi, quelqu'un de très puissant, l'empereur de l'Empire byzantin par exemple, ou le roi de France, ce genre de choses, histoire d'avoir un début de partie facile. Mais en réalité, ça rend pas le jeu si facile que ça, parce que vous allez avoir un certain nombre d'obstacles qui vont se dresser sur votre route. Si je prends l'exemple du roi de France ici, Charles II le Chauve, lui son problème c'est qu'il a en fait ses frères qui règnent sur les royaumes voisins, qui ont tous des revendications sur son royaume. Il a un autre problème aussi, c'est qu'il a plus d'un héritier mâle, ce qui fait qu'en fait, à sa mort, dans pratiquement tous les cas, son royaume va être scindé en deux. Donc c'est pas forcément le meilleur moyen de démarrer. Moi, ce que je vous conseille de faire pour commencer, c'est de partir sur un duc. Alors pourquoi un duc? Parce que un duc, eh ben, c'est plus fort qu'un comte, hein, tout simplement. Ça aura donc certains avantages par rapport à un comte qui détient des pouvoirs plus resserrés, on va dire, et un territoire plus petit. Euh, c'est pas aussi puissant qu'un roi non plus, ce qui fait qu'on a un certain nombre de challenges à se fixer au cours de la partie. Et je trouve que c'est le bon compromis entre les deux. Je vous expliquerai un petit peu au fil du tuto pourquoi c'est intéressant de partir là-dessus, alors sans être obligatoire évidemment. Et tout ce que je vais vous dire après ou presque sera applicable, que vous preniez un comte, un duc, un roi, un empereur, etc. Mais nous, on va partir en tout cas sur un duc, on va partir sur le duc Hugo d'Anjou. Alors pourquoi Hugo d'Anjou? Déjà parce qu'il est jeune, ce qui n'est pas inintéressant, et ensuite parce que Hugo d'Anjou, il n'est pas marié. Donc ça va nous permettre aussi de voir un certain nombre de choses. Donc on va démarrer tout de suite avec Hugo d'Anjou et on va partir en Iron Man. Alors pourquoi je pars en Iron Man? Ça rend pas le jeu plus difficile, il faut le savoir, hein, ça augmente pas les compétences de l'IA, la difficulté, etc. Ça enlève juste la possibilité de sauvegarder de manière intempestive un petit peu tout le temps. Et pourquoi c'est intéressant de ne pas pouvoir sauvegarder tout le temps? Parce que ça va vous éviter de vouloir faire ce qu'on a un petit peu tous fait dans certains jeux, c'est-à-dire sauvegarder régulièrement pour pouvoir recharger votre partie si vous arrive une tuile. L'intérêt de CK3, entre autres choses, c'est notamment les tuiles qui peuvent vous arriver dans le jeu. Et en fait, vous allez vous couper de tout ce fun si dès qu'il vous arrive une couille, vous rechargez votre partie. Donc moi, je pars en Iron Man. Vous ferez bien ce que vous voudrez, mais je trouve que c'est plus sympa de partir comme ça. Et on va du coup tout simplement cliquer sur jouer et on va lancer le jeu directement. Alors, je pars du principe que vous connaissez déjà un tout petit peu le jeu, au moins si vous regardez cette vidéo, que vous n'êtes pas des néophytes absolus. Sachez néanmoins que si vous débarquez dans ces cas et que vous venez de le télécharger, le jeu est bien foutu en termes d'infobulle, dans le sens où pratiquement tout ce que vous pouvez trouver comme information est accessible directement en passant la souris dessus. Donc ça vous ouvre à chaque fois une bulle d'information qui vous résume un petit peu ce qu'il y a à savoir. Donc ça, c'est pas inintéressant pour démarrer, pour se familiariser un petit peu avec les concepts, les mécaniques, etc. Je vais partir du principe que vous connaissez un tout petit peu le jeu, que vous avez peut-être déjà fait le tutoriel aussi qui est proposé par le jeu qui se passe en Irlande, et que vous savez un tout petit peu où vous mettez les pieds.
Alors qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans une partie de CK3 avant même d'enlever la pause ici, hein, ne touchez surtout pas ce bouton tout de suite, ça n'a aucun intérêt, il y a tout un tas de choses à regarder. Et dans cette première vidéo, on va faire un petit peu le tour de l'interface. Alors pas pour vous la présenter en détail, hein, on a dit qu'on partait du principe que vous étiez déjà un petit peu rentré dans le jeu, mais simplement pour regarder un petit peu les points intéressants et où se situent peut-être certaines choses qu'on voit pas de prime abord et qu'on a envie d'aller regarder. Donc ici, on a évidemment notre personnage. Dans cet écran-là, on va avoir toutes les informations sur lui. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a un héritier? On va connaître ses différentes compétences dans 5 domaines différents que sont la diplomatie, la martialité, l'intendance, l'intrigue et l'érudition. On va connaître également ses traits de personnalité qui lui donnent à chaque fois des bonus, des malus. Alors j'en profite tout de suite. Ne vous amusez pas à reset 50 fois votre partie quand vous commencez pour avoir un personnage avec des traits de fou. Tous les traits sont plus ou moins intéressants. Alors il y en a certains qui sont totalement rincés, on va pas se mentir. Mais là, vous avez un trait, par exemple, qui est un trait plutôt négatif, le trait fourbe, qui vous donne quand même plus 4 en intrigue, qui vous permet de déverrouiller une décision bien spécifique que vous ne pouvez pas avoir autrement. Le pendant de ça, c'est que vous êtes moins bon en diplomatie, que vous allez avoir un trait aussi qui est immoral pour les catholiques, ce qui va compliquer certaines choses, notamment les relations avec le clergé, ce qui va vous ôter aussi du gain de piété par mois, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Donc ne vous amusez pas à relancer le jeu 50 fois pour avoir des trucs super ici, c'est pas la peine. On va voir ensuite ce qui compose notre territoire, notre domaine, donc notre titre principal évidemment, les différents titres qu'on détient, donc un duché et 3 comtés ici en l'espèce, les revendications qu'on a, celles qui sont ici, ça on s'y intéressera plus tard quand on verra notamment ce qui touche aux déclarations de guerre. On voit un petit peu nos possessions en termes de piété, de prestige, d'or, etc. La valeur militaire de notre armée, nos relations diverses et variées, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir à cet endroit-là pour l'instant. On n'a pas besoin de rentrer vraiment dans le détail des courtisans, ce genre de choses, on le verra plus tard. On a ensuite là sur le panneau en bas un certain nombre de choses. Alors le mode de vie, on le verra plus tard. On a ici l'inventaire qui a été rajouté par le DLC Cour Royale, dans lequel on va pouvoir créer, équiper des objets qui vont nous donner un certain nombre de bonus, mais ça on va pas s'y intéresser maintenant non plus. Notre niveau de stress, ça c'est un truc qu'il faut toujours garder à l'œil si vous ne le savez pas. Certains événements dans le jeu vont impacter négativement ou positivement votre niveau de stress, c'est-à-dire soit de le faire monter, soit de le faire descendre. Et l'idéal, dans l'immense majorité des cas, c'est de faire en sorte que ce niveau de stress reste assez bas. Pourquoi? Parce que plus vous montez en stress, en fait, vous allez franchir différents paliers et vous allez avoir des malus, notamment sur votre santé, à chaque palier que vous franchissez, et des décisions que vous allez devoir prendre pour éventuellement faire baisser ce stress, ou alors prendre des traits pas très cool du style ivrogne, hein, vous allez vous saouler pour faire baisser le stress, ou alors dépensier, vous allez claquer tout votre pognon pour faire baisser le stress, ou ce genre de choses. Donc ça, il faut garder un œil là-dessus. Il y a des moyens, évidemment, de faire baisser le stress, les deux plus évidents étant le fait d'organiser un banquet et le fait d'aller chasser. Hein, ça, c'est les choses les plus simples à faire, en sachant que c'est pas forcément toujours disponible, hein, il y a un temps de cooldown entre guillemets entre deux décisions, et en sachant également que vos traits ici peuvent influencer dans l'absolu votre prise de stress. Donc là, on a 3 traits qui sont cupide, confiant et fourbe. Aucun des 3 n'a un impact sur le niveau de stress. Maintenant, si par exemple vous avez le trait juste et que vous menez des complots hostiles contre des gens, eh bien, à chaque fois que vous allez lancer un complot, ou que vous allez réussir un complot, vous allez prendre du stress. Donc, c'est un truc à garder à l'œil, notamment quand vous zioutez cette partie-là avec vos traits de personnalité. Si vous avez 2 traits qui vous font prendre du stress quand vous faites des complots, ne faites pas de complots, hein, soyez pas bêtes. On a ensuite la maison Wealth. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, bon, l'arbre dynastique peut servir dans certains cas, notamment on n'aura pas le cas ici, mais si vous devenez sorcier à un moment dans le jeu et que vous voulez convertir toute votre maison, toute votre dynastie à la sorcellerie, ça peut être intéressant. Et on a surtout quelque chose de plus important, que sont les héritages. Les héritages, ce sont des bonus permanents que vous allez débloquer pour votre dynastie, que vous allez payer à l'aide de renommée. Donc la renommée, c'est ce que vous cumulez ici. Là, voilà. Et plus vous allez grandir, plus vous allez faire des choses cool dans le jeu, conquérir des territoires, prendre des titres, etc., plus votre niveau de splendeur va augmenter et donc plus votre renommée va monter rapidement. Quand vous allez arriver à un certain niveau, là le premier palier pour débloquer le premier bonus, c'est 500 de renommée, vous allez pouvoir choisir quelque chose là-dedans.
Ça, bon, c'est un truc sur lequel on reviendra. Moi, j'ai souvent tendance à prendre sang noble, parce que ça permet d'hériter de manière plus probable de bons traits congénitaux. Les traits congénitaux, on en reparlera quand on parlera du mariage notamment et du fait d'avoir des enfants dans ces cas 3. On a ensuite là en bas la religion. Donc, on est catholique ici, et on peut voir là-dedans les différentes doctrines qui concernent le mariage. Par exemple, le fait qu'on doit être monogame, on ne peut pas avoir plusieurs femmes. Les traits qui sont des vertus, c'est-à-dire les traits qui vont nous donner plus de piété par mois si on les possède. Les traits qui sont des péchés, donc à l'inverse, là on a fourbe, hein, notre trait à nous, qui nous donne -1 de piété par mois. Les différents principes de la religion. On sait par exemple que les dirigeants catholiques ont une réduction de 20% du coût en piété pour faire des guerres saintes, par exemple, que le trait honnête est une vertu, que le trait fourbe est un péché, ça vient de là, qu'on peut forcer des gens à devenir moines, ou que des courtisans peuvent devenir moines, voilà, ce genre de choses. On peut voir les lieux saints ici, ça c'est utile si on veut éventuellement un jour réformer la religion, créer une nouvelle foi, mais ça c'est pareil, ça fera peut-être l'objet d'un tutoriel totalement à part. Et on a ici ensuite la culture. C'est un peu la même idée que la religion finalement, dans le sens où on a certains bonus en fonction des traditions de notre culture. On peut voir ici aussi quelque chose qui est très important, ce sont les innovations qui vont nous permettre, on y reviendra aussi dans un temps prochain, de débloquer également certaines choses, certaines possibilités dans le jeu, que ce soit des constructions de bâtiments, que ce soit des nouveaux régiments d'hommes d'armes, que ce soit des types de succession par exemple. Voilà, tout ça, ça va se passer ici et ça va se passer grâce à la culture. Et la culture, comment ça marche? En fait, quand vous êtes le chef culturel, parce que nous ne sommes pas ici, dans notre cas, parce que nous on est de culture bavaroise, le chef culturel en fait peut choisir une fascination dans sa culture et ça fera progresser la découverte de cette culture beaucoup plus vite. Et ça c'est une chose sur laquelle on pourra tranquillement revenir plus tard. Toujours dans l'interface, qu'est-ce qu'on retrouve en haut? Les différentes ressources qu'on a, l'or, le prestige, la piété et la renommée. La renommée, on en a déjà parlé un petit peu. La piété, on va la gagner, alors vous l'avez vu, grâce à des traits. On va la gagner grâce à notre chapelain de cour qui va potentiellement améliorer nos relations religieuses. On va en gagner en faisant des pèlerinages aussi, par exemple. Et ça va nous servir notamment à faire des guerres saintes, d'une part, c'est-à-dire des guerres contre des gens qui n'ont pas la même foi que nous, et ça va nous permettre aussi, si on en cumule assez, peut-être, de créer une nouvelle foi. On a le prestige ici, qui lui se gagne alors de différentes manières, mais entre autres grâce à notre chancelier, entre autres aussi grâce au mode de vie qu'on va choisir, et entre autres aussi grâce à des événements, et notamment grâce à l'événement Aller chasser, hein, qui donne la possibilité peut-être d'augmenter le prestige en fonction de ce qui se passe pendant qu'on part chasser. Le prestige sert également à déclarer des guerres à des gens de notre foi cette fois. Et on a l'or qui est forcément la ressource principale, notamment quand on est dans un système féodal. Hein, les Vikings, par exemple, qui sont là-bas au nord, c'est un peu différent. Mais dans notre cas à nous, l'or est une ressource extrêmement importante parce que l'or va nous permettre plein de choses. L'or va nous permettre de construire des bâtiments, d'embaucher et d'entretenir des hommes d'armes, va nous permettre d'embaucher des mercenaires éventuellement si on a une guerre un petit peu difficile à faire, va nous permettre de payer par exemple des gens pour les faire rentrer dans un complot. Voilà, donc l'or a plein d'utilités différentes et un des principaux enjeux du début de partie, c'est comment on fait pour gagner tout de suite beaucoup d'or. Donc ça, on y reviendra dans la deuxième partie de la vidéo où on verra vraiment ce qu'on fait tout de suite en début de partie avant d'appuyer sur le bouton play. On va juste finir le tour de l'interface pour cette première partie du tutoriel. On a ici tout ce qui touche à notre pays, donc l'autorité de notre couronne, c'est des choses qu'on pourra aussi voir au fur et à mesure. Les différents domaines qu'on possède, donc là je m'arrête 3 secondes là-dessus, on voit là-haut qu'on a un petit 3 sur 3, ce qui signifie qu'on a 3 propriétés sur les 3 maximum qu'on peut posséder. Ça veut dire que si on va au-delà, qu'on possède un 4e domaine, eh bien on aura tout simplement des malus, notamment en termes d'impôts et en termes de levée militaire. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'éviter de passer au-dessus de cette limite-là, en sachant que là, on est vraiment à la limite
pratiquement la plus basse pour un personnage adulte, je crois. Cette limite, elle va augmenter déjà quand on va se marier, on devrait passer à 5 de mémoire. Et après, elle s'augmente aussi si notre pays grandit, si on devient roi, par exemple, on aura droit à plus de domaines. Elle augmente aussi en prenant certaines choses dans les modes de vie, notamment en intendance, je crois, ici. Où on a enfin dans la partie administrateur en tout cas. Mais là pour l'instant voilà, on a 3 domaines sur les 3 possibles et on les retrouve ici dans ce panneau-là. Ce qu'on retrouve d'intéressant aussi ici, c'est notre nombre de vassaux qu'on retrouve là. On peut voir s'ils nous aiment bien, on peut voir s'ils sont puissants ou pas, on peut connaître leur contribution en impôts, leur contribution en levée. On peut surtout savoir si on a dépassé ou pas la limite de vassaux. Là encore, c'est un truc à ne pas faire, pour la simple et bonne raison que ça va nous donner des malus, notamment d'opinion, et d'impôts et de levée. Mais bon, là, on est encore très loin du compte, évidemment. Et on a un panneau ici extrêmement important qui concerne la succession, sur lequel on reviendra aussi quand on parlera de mariage et d'enfants. On a ici tout ce qui touche aux militaires, donc c'est là qu'on va pouvoir voir notre nombre de levées, notre nombre de chevaliers, créer nos régiments d'hommes d'armes. Notre conseil, ça sera vraiment l'objet du début de la prochaine vidéo, on va voir comment avoir le meilleur conseil possible. Notre cour, avec tous les différents postes à la cour qui ont été rajoutés également par le DLC Cour Royale, des choses utiles, des choses moins utiles, qu'on verra aussi au fil de l'eau. On retrouve ici tous nos courtisans, et c'est important de savoir où ils sont, parce que vous allez voir qu'on va avoir besoin de nos courtisans pour faire des choses dans le jeu. Nos prisonniers, si on en a, c'est là qu'on peut les torturer, les exécuter et autres joyeusetés. Ici, on a le panneau qui touche aux intrigues avec les complots qu'on a lancés, avec les hameçons et les secrets qu'on détient. On reparlera des hameçons aussi quand on parlera de comment gagner de l'or dans le jeu. Les factions qui nous menacent éventuellement, contre nous et contre notre Seigneur Lige. Là, on a la possibilité éventuellement de créer des factions. Encore une chose qu'on verra plus tard dans le jeu, c'est pas essentiel pour démarrer. Et la dernière chose qu'on a envie de regarder ici, c'est tout ce qui touche aux décisions. Alors, on a 2 parties là-dedans, en fait, les décisions importantes et les décisions, entre guillemets, de la vie courante. Des choses utiles, comme organiser un banquet, aller chasser, par exemple, pour faire baisser notre stress, gagner du prestige, gagner des relations avec nos vassaux en organisant un banquet, partir en pèlerinage pour gagner de la piété, inviter des chevaliers pour avoir une meilleure armée, etc. etc. Et on a ici la partie qui touche aux décisions importantes. Et ça, il faut le voir un petit peu comme des objectifs à long terme dans une partie. Alors bon, demander audience au Seigneur Lige, évidemment, c'est pas un objectif à long terme, mais par exemple, consacrer la lignée, c'en est un. Fonder un nouveau royaume, c'en est un. Restaurer le Saint-Empire romain, pourquoi pas, hein, ça peut être quelque chose qu'on se fixe à long terme. Et voilà, c'est des choses qui vont donner un petit peu de sel et d'intérêt, on va dire, à la partie. On se quitte là-dessus pour cette première vidéo assez courte, assez synthétique, voilà, qui avait juste pour but de résumer un petit peu ce qu'on voit en fait dans le jeu, hein, l'interface grosso modo, qu'est-ce qu'on va retrouver à quel endroit, et ce que je vous propose de faire, c'est de nous retrouver la prochaine fois pour la partie 2, où là on va rentrer vraiment dans le dur, on va taper dans la butte, hein, comme on dit, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a à faire en début de partie pour bien commencer dans CK3. A plus!